L'histoire de l'humanité est une histoire de coopération. C'est la compétence qui nous a permis de survivre aux prédateurs, de surmonter les catastrophes et de construire des civilisations. Mais il y a une histoire plus sombre, qui se cache dans l'ombre de notre succès. C'est une histoire de conflit, de violence. Pendant longtemps, nous avons voulu croire que la guerre organisée était une invention moderne, une maladie de la civilisation née avec les rois, les armées et les murailles. Nous pensions que nos anciens ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient dans un état de paix simple. Et si cette idée était fausse? Et si l'obscurité, la capacité à la violence de groupes organisés, était aussi ancienne que notre capacité à coopérer? Si la première grande guerre n'a pas été menée pour l'or ou pour un dieu, mais pour la nourriture et l'eau, il y a 10 000 ans, si vous utilisez ces histoires pour vous endormir, c'est fait pour ça. Les récits épiques de notre propre famille humaine sont les plus puissants de tous. Alors, abonnez-vous peut-être, et dites-moi où vous êtes et quelle heure il est. Je lis les commentaires, et c'est un rappel de la tribu mondiale que nous sommes devenus. Maintenant, avant de nous aventurer sur une scène de crime vieille, de 10 000 ans, sur les traces de la première victime d'une guerre oubliée, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Vous ne voulez pas manquer ce mystère sombre et profond. Notre enquête commence ici, au Kenya, dans le bassin aride du lac Turkana. Aujourd'hui, c'est un paysage brutal, balayé par le vent, un désert de roches et de poussière. C'est un endroit difficile pour vivre, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 10 000 ans, juste après la fin de la dernière période glaciaire, cet endroit était différent. Le climat était plus humide, plus vert. C'était un paradis. En 2012, une équipe d'archéologues de l'université de Cambridge, dirigée par le docteur Martha Mirazon-Lar, explorait un site près d'un ancien lagon asséché, un endroit appelé Nataruk. Ils ne cherchaient pas une guerre, ils cherchaient des indices sur la vie de nos premiers ancêtres, chasseurs-cueilleurs. Et ils ont trouvé quelque chose. Des os humains. Au début, ce n'était pas surprenant, mais très vite, ils ont réalisé que quelque chose clochait terriblement. Ce n'était pas un cimetière. Les corps n'étaient pas enterrés avec soin, dans une position rituelle. Les squelettes étaient éparpillés, chaotiques, à moitié enfouis dans les anciens sédiments du lagon. Ils étaient exactement là où ils étaient tombés, il y a 10 000 ans. L'équipe a continué à creuser, et la scène est devenue de plus en plus macabre. Ils ont trouvé les restes de 27 individus, des hommes, des femmes et des enfants, au moins 6 enfants. Un squelette était celui d'une jeune femme, enceinte de 6 à 9 mois. Elle a été retrouvée dans une position étrange, comme si ses mains et ses pieds avaient été liés. Un autre homme avait un éclat de pierre, une lame tranchante, logée dans son crâne. Un autre avait été frappé à la tête avec une telle force que son crâne s'était brisé. C'était une scène de crime. Un instantané d'une violence brutale et impersonnelle, préservé dans la boue pendant 10 millénaires. Ce n'était pas un combat singulier. Ce n'était pas un accident. C'était un massacre. L'équipe scientifique se tenait là, regardant les restes silencieux de ce groupe de personnes. Et ils ne pouvaient se poser qu'une seule question. Que s'est-il passé ici ? Pour comprendre leur mort, nous devons d'abord comprendre leur vie. Pour trouver le mobile du crime, nous devons voir ce qu'ils avaient que quelqu'un d'autre aurait pu vouloir. Nous devons remonter le temps, 10 000 ans en arrière, avant le massacre, à l'époque où Nataruk était un paradis. Imaginez ceci, le monde est luxuriant et vert. La fin de l'âge de glace a apporté des pluies abondantes en Afrique. Le lagon de Nataruk est une vaste étendue d'eau douce et claire, bordée de roseaux épais et d'acacias. L'endroit grouille de vie. Le lagon lui-même est rempli d'énormes perches du Nil et de tilapias. Les plaines environnantes abritant des troupeaux d'antilopes, de gazelles et de girafes. C'est l'un des endroits les plus riches de la planète pour un chasseur-cueilleur. C'est ici que vit notre clan. Nous les appellerons le clan du lagon. Rencontrons Kael. C'est un homme grand et habile dans la force de l'âge. Ses mains sont calleuses mais expertes. Nous le voyons,
non pas en train de chasser désespérément, mais en train de fabriquer quelque chose de beau. Il taille un harpon barbelé à partir d'un long morceau d'os. C'est un outil sophistiqué, une œuvre d'art fonctionnelle. Il l'utilise pour pêcher dans les eaux peu profondes du lagon, sa silhouette se déplaçant avec une grâce silencieuse dans sa petite pirogue en roseau. Et il y a Nia, c'est sa compagne. Elle est visiblement enceinte, portant la prochaine génération du clan. Sa vie n'est pas une lutte, c'est une vie d'abondance. Nous la voyons avec les autres femmes et les enfants, riant alors qu'ils cueillent des baies sucrées dans les buissons près du rivage. Ils ramassent des racines et des fruits. La nourriture est partout. Leur campement n'est pas une grotte sombre. C'est un petit village ouvert au bord de l'eau. Ils ont des abris simples, mais confortables. Fait crucial, ils ont de la poterie. Ils fabriquent des pots en argile pour cuire leurs poissons. Et, plus important encore, pour stocker leur surplus de nourriture. Ils ne vivent pas au jour le jour. Ils ont des réserves. Ils ont de la richesse. Leur vie est paisible. Le soir, le clan se rassemble autour d'un grand feu. L'odeur du poisson grillé remplit l'air. Les enfants jouent en toute sécurité au bord de l'eau. Les anciens racontent des histoires. Il n'y a pas de mur, pas de palissade, pas de garde. Ils sont sédentaires, ou presque, vivant dans cet endroit incroyablement riche. Ils n'ont aucune raison de craindre une attaque. Leur seul conflit est avec les crocodiles du lagon ou les lions dans la savane. Ils n'ont aucune idée qu'un prédateur bien plus dangereux les observe. Cette richesse était leur triomphe, mais elle allait aussi être leur perte. Dans un monde où les populations commençaient à croître grâce à ce nouvel environnement fertile, un endroit comme le lagon de Nataruk, rempli de nourriture, d'eau douce et de ressources stockées, n'était pas seulement une maison, c'était un prix. C'était un territoire qui valait la peine d'être pris, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un groupe d'humains a peut-être décidé qu'il était plus facile de prendre les ressources d'un autre groupe que de trouver les siennes. Le paradis idyllique de Kael et Nia était sur le point d'être envahi. Le paradis de Kael et Nia était un monde d'abondance, un monde si riche qu'ils avaient fait quelque chose de rare pour des chasseurs-cueilleurs. Ils s'étaient installés. Ils avaient de la poterie, des réserves de nourriture, un foyer permanent. Mais cette richesse même, qui était leur plus grande réussite, portait en elle la graine de leur propre destruction. Dans le monde moderne, les archéologues qui se tenaient au-dessus de leurs os brisés commençaient à trouver les premières preuves de la tragédie. Ils passaient du qui et quand au comment. Revenons au site de fouilles de Nataruk. Le soleil est impitoyable. L'équipe d'archéologues travaille méticuleusement, en silence. Chaque coup de brosse est un acte de respect. Chaque grain de sable enlevé révèle un peu plus le drame d'il y a 10 000 ans. Le docteur Lard et son équipe examinent chaque squelette, cherchant des indices sur la cause de la mort, et ils les trouvent. Partout. Sur un squelette, ils trouvent des fractures nettes sur le crâne, le genou et les côtes, toutes causées par un objet contondant, probablement une massue en bois. Un autre individu, une femme, a été retrouvé dans une position assise, les mains probablement croisées sur les genoux, suggérant qu'elles avaient été liées. Son crâne a été fracassé. Puis, ils trouvent la preuve irréfutable. Le smoking gun, le pistolet fumant. C'est le squelette KNMWT 60 et 11255. Un homme adulte. À première vue, son crâne présente des fractures massives sur le côté, causées par un coup violent. Mais en regardant de plus près, les chercheurs voient quelque chose d'autre. Quelque chose de petit et de sombre, logé dans l'os, juste au-dessus de l'œil. Ce n'est pas un éclat d'os, c'est un éclat de pierre. Avec une précision chirurgicale, il l'extrait. C'est une petite lame, tranchante comme un rasoir, faite d'obsidienne, un verre volcanique noir. Un autre fragment du même type est trouvé dans sa cavité thoracique. Cet homme n'a pas seulement été matraqué, il a été abattu à distance, touché par des projectiles armés de ses pointes acérées. Cette découverte est un tournant.
L'obsidienne n'est pas une pierre ordinaire. Elle est incroyablement tranchante, mais aussi très spécifique. Et surtout, elle n'est pas locale. Il n'y a pas de source d'obsidienne à Nataruk. La source la plus proche se trouve à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de là. Cela signifie que les tueurs n'étaient pas du clan du Lagon. C'étaient des étrangers, des envahisseurs. Ils sont venus ici avec des armes fabriquées à partir de matériaux exotiques. Ce n'était pas une querelle de famille, c'était une attaque planifiée, menée par un groupe extérieur. L'archéologue tient cette petite lame noire sur sa paume. Un objet si petit, si délicat, mais qui raconte une histoire de violence organisée. C'est une arme de guerre. Mais pour vraiment comprendre cette histoire, nous devons comprendre l'outil lui-même, car pour les tueurs, c'était une arme, mais pour les gens qui vivaient ici, c'était autre chose. Pour comprendre, nous devons retourner dans le passé, 10 000 ans en arrière, avant le massacre. Nous retournons à Kael, assis au bord du lagon paisible. Le soleil du matin réchauffe son dos. L'air est rempli du chant des oiseaux et du clapotis de l'eau. Il n'est pas en train de chasser. Il est en train de fabriquer. C'est un artisan. Dans sa main, il tient un petit noyau d'obsidienne. C'est un matériau précieux. Son clan l'obtient grâce à un commerce occasionnel avec des groupes vivant plus près des montagnes volcaniques. Il ne le gaspille pas. Il tient le noyau dans une main et, avec un petit percuteur en bois de cervidé, il applique une pression rapide et experte, clic. Un petit éclat de pierre, long et fin comme un rasoir, se détache. C'est une microlithe, une petite pierre. Le voir travailler est fascinant. Son niveau de compétence est incroyable. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la finesse, de la connaissance. Il comprend la pierre. Il sait exactement où frapper, avec quelle force, pour produire ces petites lames parfaites, l'une après l'autre. En 1 heure, il a produit une douzaine de ces éclats, chacun plus tranchant que n'importe quel couteau en acier moderne. Nia s'approche et s'assoit à côté de lui tendant un morceau de poisson séché. Elle regarde les petites lames noires et brillantes. Il n'y a aucune peur dans ses yeux. Pour elle, ces objets ne sont pas des armes de guerre. Ce sont des outils de vie. Ils sont la clé de leur prospérité. Kael prend l'un des harpons en os qu'il a fabriqué la veille. Le harpon a des rainures soigneusement sculptées sur les côtés. Il prend l'une des petites lames d'obsidienne et l'insère dans une rainure, la fixant avec de la résine de pin chaude et de la fibre végétale. Il en ajoute une autre, puis une autre, les inclinant vers l'arrière. En quelques minutes, il a transformé un simple bâton en os, en une arme de pêche redoutable et sophistiquée. Les microlithes sont maintenant des barbelures, conçues pour s'enfoncer dans un poisson et ne pas le laisser s'échapper. C'est une technologie de pointe pour l'époque. C'est ce qui permet au clan du Lagon d'être si prospère. C'est ce qui leur permet d'attraper les énormes perches du Nil qui nagent dans les profondeurs du lagon, une source de nourriture que les clans moins avancés ne peuvent pas atteindre. Plus tard dans la journée, nous voyons Kael dans sa pirogue en roseau, glissant silencieusement sur l'eau. Il se tient en équilibre, son nouveau harpon à la main. Il voit une grande ombre bouger sous la surface. D'un mouvement puissant et précis, il lance son harpon. Il y a une éclaboussure, une courte lutte. Puis il remonte sa prise. Un poisson énorme, suffisant pour nourrir sa famille pendant des jours. Il retourne au camp, triomphant. Nia l'accueille avec un sourire. Les enfants accourent pour voir la prise. La petite lame d'obsidienne, l'outil de la prospérité, est toujours fermement logée dans la tête du harpon. C'est là que réside la tragédie de Nataruk. Les mêmes outils, la même technologie, la même ingéniosité qui ont permis au clan de Kael de prospérer, sont aussi les outils qui ont été utilisés pour les détruire. La lame d'obsidienne, qui, pour Kael, était un outil pour nourrir sa famille, était, pour ses assassins, une arme pour la tuer. L'archéologue dans le présent regarde à nouveau la petite lame noire dans sa main. Il comprend maintenant. Le clan de Nataruk n'a pas été tué par des sauvages primitifs. Ils ont été tués par un groupe tout aussi intelligent
tout aussi sophistiqué qu'eux, un groupe qui avait simplement tourné cette ingéniosité vers un but plus sombre. La question n'est donc plus de savoir comment ils ont été tués. Nous le savons. La question est pourquoi ? Pourquoi un groupe d'humains en tuerait-il un autre de manière si brutale et si organisée ? Dans un monde qui semblait être un paradis, qu'est-ce qui a pu motiver une telle violence ? La réponse, comme toujours, se trouve dans le climat et dans la lutte pour les ressources. Nous avons donc la scène du crime et l'arme du crime. Les scientifiques à Nataruk regardent les os brisés et les pointes de lance en obsidienne, et ils savent comment ces gens sont morts. Ils ont été massacrés lors d'une attaque brutale et organisée, menée par un groupe d'étrangers. Mais cela soulève la question la plus profonde et la plus troublante de toutes. Pourquoi ? Pour un prédateur comme un lion, le mobile est simple, la faim. Mais les humains n'ont pas fait cela pour manger. Les corps ont été laissés là où ils sont tombés. Ils n'ont pas été dépecés pour leur viande. C'était un acte de violence, pas de subsistance. Pour comprendre le mobile de ce crime horrible, nous ne devons pas regarder les os, nous devons regarder le monde dans lequel ils vivaient. La réponse ne se trouve pas dans l'archéologie de la mort, mais dans l'archéologie de la vie. Il y a 10 000 ans, le monde sortait tout juste de la dernière grande ère glaciaire. La planète se réchauffait rapidement. Les énormes calottes glaciaires qui couvraient l'Europe et l'Amérique du Nord fondaient, libérant des milliards de litres d'eau dans les océans. Ce changement climatique mondial a radicalement transformé les régimes de pluie. Et en Afrique, cela a déclenché un miracle. Le Sahara, qui est aujourd'hui le plus grand désert du monde, est devenu vert. C'était la période de l'Afrique humide. Des rivières coulaient, là où il n'y a que du sable aujourd'hui. D'immenses lacs, de la taille de mer intérieure, sont apparus au cœur du désert. Et le bassin du Turkana, où se trouve Nataruk, n'était pas un désert aride, c'était un paradis luxuriant de savanes verdoyantes, de forêts riveraines et de zones humides riches en vie. Ce nouvel environnement a eu une conséquence prévisible. La vie a explosé. Les troupeaux d'antilopes et de gazelles étaient immenses. Les rivières et les lacs regorgeaient de poissons et d'oiseaux. Pour les chasseurs-cueilleurs humains de l'époque, c'était l'âge d'or. La nourriture était partout. La lutte constante pour la survie, qui avait défini l'existence humaine pendant l'âge de glace, s'est soudainement arrêtée. Pour la première fois, les humains n'avaient plus besoin de se déplacer constamment à la recherche de leur prochain repas. Ils pouvaient faire quelque chose de nouveau. Ils pouvaient s'installer. Ils pouvaient devenir sédentaires. Retournons à Kael et Nia et au clan du Lagon, avant le massacre. Leur vie est la preuve vivante de ce paradis. Nous voyons Nia, son ventre maintenant très arrondi par la grossesse, se déplacer dans un fourré près du camp. Elle ne cherche pas désespérément de la nourriture, elle choisit. Elle cueille de grosses baies sucrées, riant avec les autres femmes. Elle déterre des tubercules riches en amidon avec une facilité déconcertante. La terre offre ses dons avec une générosité sans fin. Sur le rivage, nous voyons les résultats de la pêche de Kael. Lui et les autres pêcheurs ont rapporté une prise incroyable. De grands harpons en os barbelés, leur technologie de pointe, leur ont permis d'attraper des perches d'une île géante, des poissons si gros qu'il faut 2 hommes pour les transporter. Le camp est un lieu de prospérité. L'odeur du poisson fumé remplit l'air. Partout, des claies de séchage sont installées, chargées de filets de poissons qui sèchent au soleil. C'est le point crucial. Le clan du Lagon ne vit pas au jour le jour. Ils ont un surplus. Ils accumulent des richesses. Nia s'assoit à l'ombre d'un abri, à côté d'une rangée de grands pots en poterie. C'est une autre invention révolutionnaire. La poterie est lourde. Elle est fragile. Ce n'est pas quelque chose que des nomades peuvent transporter. Le fait qu'ils aient de la poterie est la preuve qu'ils sont installés. Mais ce n'est pas seulement pour cuisiner. Nia ouvre un pot. Il est rempli de poissons séchés et de noix pilées. C'est de la nourriture stockée. C'est une assurance contre les mauvais jours. C'est une richesse que l'on peut voir et toucher. Kael s'approche d'elle. Il regarde les pots de stockage, puis le lagon scintillant. Il y a un sentiment de fierté et de permanence sur son visage. C'est leur maison, c'est leur territoire. Leurs ancêtres sont peut-être enterrés à proximité. Ils n'ont aucune raison de partir.
C'est là que le paradis commence à montrer ses failles. La sédentarité et l'abondance alimentaire ont une autre conséquence inévitable, la croissance démographique. Le clan de Kael est en bonne santé. Les enfants survivent en plus grand nombre. La population augmente. Et ce n'est pas seulement leur clan. Partout dans ce nouveau monde vert, les populations humaines augmentent. Le problème est que le paradis n'est pas infini. Et certaines parties du paradis sont bien meilleures que d'autres. Le lagon de Natarouk, avec son eau douce fiable, sa pêche abondante et ses riches terrains de chasse, n'est pas seulement un bon endroit, c'est le meilleur endroit. C'est un territoire de premier choix. Ce nouveau concept de territoire est une idée dangereuse. Pour un chasseur-cueilleur nomade, le monde entier est sa maison. Si un endroit manque de nourriture, il se déplace. Il n'y a pas de propriété au sens où nous l'entendons. Mais pour le clan de Kael, c'est différent. C'est leur lagon. C'est là que se trouvent leurs réserves de nourriture, leurs pots, leurs abris, leurs tombes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un groupe a quelque chose à défendre. Et pour la première fois, d'autres groupes ont quelque chose à convoiter. Dans le passé, si Kael avait rencontré un autre groupe de chasseurs, l'interaction aurait été brève, peut-être pour échanger des informations ou des outils. Puis chacun aurait continué son chemin. Mais maintenant, les choses ont changé. Nous voyons Kael un jour, alors qu'il chasse plus loin que d'habitude. Il atteint le sommet d'une crête et regarde la vallée voisine. C'est un endroit plus sec, moins riche que le sien. Et là, dans la vallée, il voit la fumée d'un autre camp. Un autre groupe. Ils sont plus maigres. Leurs enfants semblent moins nombreux. Il regarde dans la direction du lagon de Kael avec des yeux envieux. Ce paradis, l'Afrique humide, n'était pas non plus parfaitement stable. Les archives climatiques montrent qu'il était ponctué de sécheresses soudaines et sévères. Pour un groupe vivant dans un endroit riche comme Natarouk, une sécheresse était difficile. Pour un groupe vivant dans un territoire marginal, elle était mortelle. Nous avons maintenant tous les ingrédients pour la première guerre de l'humanité. Le mobile est établi. Ce n'est pas la haine, ni la religion, ni la gloire. C'est quelque chose de bien plus fondamental. C'est la ressource. Un groupe, le clan du lagon, possède une richesse incroyable. De l'eau, du poisson et surtout de la nourriture stockée. Ils sont riches et ils sont sédentaires, ce qui les rend prévisibles. Ils sont une cible. Un autre groupe, les étrangers, est confronté à la famine. Leur propre terre s'assèche. Ils ont le choix, mourir de faim ou prendre les ressources de quelqu'un d'autre par la force. L'invention du stockage de la nourriture, l'acte même qui a donné au clan de Kael la sécurité, est devenu une tentation, un prix. Le paradis qu'ils avaient construit était devenu un coffre-fort qui attendait d'être pillé. La richesse de Kael et Nia n'était pas seulement leur force, c'était un aimant pour le danger, et le danger était en route. Nous avons donc la scène du crime, un paradis rempli de ressources. Nous avons les victimes, un clan prospère et sédentaire, le clan du lagon. Et nous avons les armes, des lames d'obsidienne exotiques, prouvant que les tueurs étaient des étrangers. L'archéologie nous a donné le comment, mais pour comprendre le mobile, pour comprendre le pourquoi de cette violence inimaginable, nous devons quitter le lagon de Natarouk et regarder le monde plus large, car un paradis n'existe jamais seul. Il existe souvent à côté d'un enfer. Les scientifiques qui étudient le climat de cette époque ont découvert une vérité cruciale. La période humide africaine, qui a rendu le Sahara vert et créé le lagon de Kael et Nia, n'était pas un état stable. C'était une période de fluctuations climatiques intenses. Le climat pouvait basculer rapidement. Si le lagon de Natarouk était une oasis fiable, une zone refuge, avec de l'eau et de la nourriture en abondance, les terres environnantes, à seulement 50 ou 100 kilomètres de là, pouvaient être plongées dans des sécheresses soudaines et mortelles. Cela crée le déséquilibre le plus dangereux possible. D'un côté, vous avez un groupe, le clan du lagon, qui a tout. Ils ont de l'eau douce. Ils ont une pêche abondante. Et, le plus important de tout, ils ont de la nourriture
stockés. Ils ont des surplus, de la richesse, de la sécurité. De l'autre côté de la crête, dans les collines arides, vit un autre clan. Un clan qui n'a pas cette chance. Leurs sources d'eau se sont taries. Les troupeaux d'antilopes qu'ils chassaient ont migré. Leurs enfants pleurent de faim. Ils sont confrontés à un choix simple et terrible. Mourir de faim. Ou prendre ce dont ils ont besoin à ceux qui l'ont. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la richesse elle-même, sous la forme de nourriture stockée, est devenue une cible. Ce n'était probablement pas une guerre de haine, ni de territoire au sens moderne. C'était une guerre pour les ressources. C'était un acte de survie calculé et désespéré. Les assaillants n'étaient pas des monstres. C'était simplement un autre groupe d'humains, tout aussi intelligents, tout aussi désespérés, qui ont pris une décision brutale. L'âge de l'innocence était terminé. Le concept de la guerre organisée était né, non pas de la cupidité, mais de la nécessité. Pour comprendre le moment où ce paradis innocent a réalisé qu'il était une cible, nous devons retourner à Kael. Le soleil est haut, l'air est chaud. C'est un jour ordinaire au bord du lagon. Nia et les autres femmes s'occupent des enfants et préparent dans la nourriture. La vie est calme. Kael, lui, est parti chasser. Le clan a beaucoup de poissons, mais la viande des plaines est un complément important, et Kael aime le silence de la traque. Il s'est éloigné de plusieurs kilomètres du lagon, suivant la piste d'une petite gazelle. Il est un chasseur expert. Ses mouvements sont silencieux. Ses sens sont en alerte. Il connaît chaque arbre, chaque rocher de ce territoire. Pour avoir une meilleure vue, il grimpe sur une haute crête rocheuse qui domine la savane. Il scrute la plaine en dessous, cherchant le mouvement de sa proie, et c'est là qu'il les voit. Son cœur s'arrête. Ce ne sont pas des animaux, c'est un groupe d'hommes, une dizaine d'entre eux. Ils sont trop loin pour qu'il puisse voir leur visage, mais il voit leur posture. Ils ne chassent pas, guessent pas. Ils ne cueillent pas. Ils sont immobiles, accroupis sur une crête qui fait face à la sienne. Et ils regardent tous dans la même direction. Ils regardent vers son lagon, vers sa maison. Un frisson glacial parcourt Kael, malgré la chaleur écrasante. Il n'a jamais vu ces hommes auparavant. Mais ce qui le terrifie le plus, ce sont leurs armes. Ils ne portent pas seulement des lances de chasse. Ils sont lourdement armés. Ils ont de longues lances, des massues en bois noueux et quelque chose qu'il n'a jamais vu. Des arcs. C'est un arsenal conçu non pas pour les animaux, mais pour les hommes. Kael reste immobile comme la pierre, priant pour que le vent ne trahisse pas son odeur. Les hommes sur l'autre crête ne bougent pas. Ils observent, ils étudient, ils comptent. Ils regardent le campement paisible de Kael. Ils regardent la fumée qui monte des feux de cuisson. Ils regardent les pirogues sur la plage. Ils regardent la richesse de son clan. Kael comprend. Ce ne sont pas des visiteurs. Ce ne sont pas des commerçants. Ce sont des loups qui évaluent un troupeau. C'est une menace d'un genre nouveau, un danger qu'il n'a jamais connu. Lentement, très lentement, il recule, glissant de la crête sans faire un bruit. Une fois hors de vue, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Il abandonne sa chasse. Il oublie la gazelle. Il n'a qu'une seule pensée en tête. Nia le clan, la sécurité. Il court comme jamais auparavant. Il ne court plus comme un chasseur. Il court comme une proie. Il dévale les pentes rocheuses, ses pieds nus martelant la terre sèche. Le paradis qu'il a traversé si paisiblement ce matin lui semble maintenant différent. Chaque buisson ouvert est une menace. Chaque ombre est un piège. Le monde, qui était sa maison, est devenu un territoire hostile. Il arrive enfin en vue du lagon. La scène est d'une tranquillité déchirante. Les enfants jouent au bord de l'eau. Nia est assise avec les autres femmes, tissant un panier, sa main posée sur son ventre rond. Kael déboule dans le campement comme une tempête, son cri d'alarme rauque faisant sursauter tout le monde. « Des étrangers, sur la crête, ils nous observent. » La panique s'installe instantanément.
Les enfants courent donc vers leur mère. Les quelques hommes présents saisissent leurs lances de pêche, les seules armes qu'ils ont. Le clan se rassemble, leurs visages tournés vers Kaël, leurs yeux remplis de confusion et de peur. « Qui sont-ils » demande un ancien. « Des commerçants ?»« Non, » dit Kaël, essayant de reprendre son souffle. « Ils sont armés pour le combat. Ils regardaient l'eau, le camp. Ils nous comptaient. » Un silence glacial s'installe. Le concept de combat contre d'autres humains est quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. Il y a eu des disputes, bien sûr, des bagarres pour de la nourriture ou des partenaires. Mais une attaque organisée par un groupe d'étrangers ? C'est impensable. « Nous devons nous cacher, » dit une femme. « Où ?» répond Kaël, sa voix pleine de désespoir. « Où pouvons-nous nous cacher ? C'est notre maison. » Il regarde autour de lui. Leur paradis ouvert est devenu un piège. Ils n'ont pas de mur, pas de défense. Leur richesse, leur poterie, leurs poissons séchés. Tout est là, à découvert, une invitation. Nia s'approche de Kaël, son visage pâle mais calme. Elle pose sa main sur son bras. Que faisons-nous ? Kaël la regarde, puis le reste de son peuple terrifié. Il est leur chasseur, leur protecteur, mais il ne sait pas comment se battre contre cela. Il ne sait pas comment se défendre contre un prédateur qui pense comme lui. Le soleil commence à se coucher. Pour la première fois de leur vie, le coucher de soleil n'apporte pas la paix et le repos. Il apporte la peur. Cette nuit-là, personne ne dort. Le clan est blotti autour du feu central, mais le rire a disparu. Pour la première fois, Kaël poste des gardes, des jeunes hommes armés de harpons en os, regardant nerveusement dans l'obscurité. Mais ils savent que c'est inutile. Le lagon, qui était leur forteresse de vie, est devenu leur tombeau potentiel. La première grande guerre de l'humanité n'allait pas être annoncée par des tambours ou des trompettes. Elle allait arriver avec le silence de l'aube, apportée par des hommes désespérés, venus prendre ce qu'ils ne pouvaient pas créer. La nuit la plus longue de Kaël et Nia venait de commencer. La nuit la plus longue de Kaël et Nia venait de commencer. Dans leur campement au bord du lagon, le clan du rivage attendait, leurs lances de pêche à la main, écoutant les bruits de la nuit, terrifiés par les hommes qu'ils avaient vus sur la crête. Mais la nuit s'est passée dans un silence tendu. Les étrangers n'ont pas attaqué dans l'obscurité. Pour les scientifiques modernes qui ont découvert leurs os, 10 000 ans plus tard, la scène du crime raconte une histoire claire. Les corps n'ont pas été enterrés. Ils ont été laissés là où ils sont tombés, dans les sédiments boueux du bord du lagon. Cela a permis aux archéologues de voir un instantané de l'événement, un tableau figé d'une violence extrême. L'équipe du Dr Lahr a méticuleusement cartographié la position de chaque squelette. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas le résultat d'une bataille rangée entre deux groupes de guerriers. C'était bien plus sombre. Ils ont trouvé les restes d'hommes, de femmes et d'enfants, tous mélangés. Sur les 27 individus, au moins 8 étaient des femmes, 6 étaient des enfants. Un squelette, celui d'une femme, contenait les os minuscules d'un fœtus de plus de 6 mois. C'était une communauté entière qui avait été prise pour cible. Ce n'était pas une bataille pour l'honneur, c'était une extermination. Pour comprendre l'horreur de cette découverte scientifique, nous devons retourner à cet instant, au premier lever de soleil, après la nuit de peur. Retournons à Nataruk. Le premier rayon de soleil éclaire le lagon. Le silence de la nuit a peut-être donné au clan un faux sentiment de sécurité. Peut-être pensait-il que les étrangers étaient partis. Kaël est épuisé, mais son regard scrute toujours les roseaux. Nia, qui n'a pas dormi, essaie de calmer les enfants qui pleurent. Le campement est en état d'alerte, mais ils ne sont pas des guerriers. Ils sont pêcheurs et cueilleurs. Ils n'ont pas de plan de défense. Puis, l'enfer se déchaîne. Ce n'est pas un cri de guerre, c'est un sifflement, un son aigu qui déchire l'air du matin. L'un des gardes que Kaël avait posté, un jeune homme, s'effondre, une flèche plantée dans la gorge. La panique éclate. Le camp, si paisible la veille, devient une scène de chaos total. Des hommes armés sortent de partout. Ils jaillissent des roseaux.
descendent en courant des petites collines, leurs silhouettes sombres se découpant sur le soleil levant. Ils sont rapides, organisés et impitoyables. Kael réagit par instinct. Il pousse Nia vers les abris. « Cachez-vous! Prenez les enfants !» Il attrape son harpon en os, la seule arme qu'il possède. Un attaquant est déjà sur lui. L'homme est grand, peint de rayures d'argile blanche, et il tient une lourde massue en bois. Il se jette sur Kael. Kael est un chasseur. Il est rapide. Il esquive le premier coup de massue, qui s'écrase là où il se tenait une seconde plus tôt. Kael frappe avec son harpon, mais la pointe barbelée, conçue pour le poisson, glisse sur la peau dure de l'attaquant. L'homme rit, un son guttural et terrifiant. Kael réalise avec horreur que son arme de pêcheur est inutile contre un guerrier humain. Pendant ce temps, Nia vit son propre cauchemar. Elle n'essaie pas de se battre. Elle essaie de fuir. Elle attrape la main d'un petit garçon et crie aux autres femmes de la suivre. « Vers l'eau! Courez vers l'eau !» Le lagon, leur source de vie, et leur seul espoir d'évasion. Elle court, son ventre de femme enceinte la ralentissant, tirant l'enfant terrifié derrière elle. Mais les attaquants sont partout. Ils ne se concentrent pas seulement sur les hommes. Ils chassent tout le monde. C'est un massacre délibéré. Nia voit son amie, une autre jeune mère, trébucher, son bébé dans les bras. Un attaquant l'atteint. Il ne ralentit même pas. Il la frappe à la tête avec sa massue. La femme et son enfant s'effondrent dans la boue et ne bougent plus. Nia hurle de terreur. Elle continue de courir, ses poumons en feu. Elle entend les cris de ses amis, les hurlements de triomphe des attaquants. C'est une cacophonie de mort. Kael se bat pour sa vie. Il a réussi à blesser son adversaire, mais deux autres arrivent. Il voit maintenant qu'ils ont des arcs, des flèches armées des mêmes petites lames d'obsidienne noire que lui-même utilise pour ses harpons, pleuvent sur le camp. Il voit son ami, un autre pêcheur, tomber, une flèche, dans le dos. Ils n'ont aucune chance. C'est un massacre à distance et au corps à corps. Les scientifiques sur le site de fouilles voient cette scène 10 000 ans plus tard. Ils voient le squelette de l'homme avec la pointe de flèche en obsidienne dans le crâne. Ils voient de la femme enceinte, trouvée dans une position qui suggère que ses mains étaient liées. Ils voient les enfants, leur crâne fracassé. Les os ne mentent pas. C'était un acte d'une brutalité calculée. Nia trébuche. Elle tombe lourdement sur le sol boueux, son ventre la déséquilibrant. Le petit garçon qu'elle tenait lui échappe et court vers les roseaux. Un attaquant la domine, sa silhouette se découpant contre le ciel gris. Elle le regarde, les yeux pleins de larmes, protégeant son ventre de ses mains. L'homme la regarde, son visage sans expression. Il ne la tue pas encore. Il lui attrape brutalement les poignets et utilise une lanière de cuir pour les lier. Elle est prisonnière. De l'autre côté du camp, Kael voit Nia tomber. Il voit l'homme l'attacher. Une rage pure, plus forte que la peur, plus forte que la douleur, l'envahit. Il pousse un rugissement qui n'est plus humain et charge. Il charge l'homme qui a capturé Nia. Il ne voit pas les autres. Il ne sent pas la première flèche qui lui transperce l'épaule. Il ne sent pas la deuxième qui se loge dans sa poitrine. Il continue d'avancer, sa vie se vidant de lui, ses yeux fixés sur un seul but. Il est presque sur l'homme, quand une massue s'abat sur le côté de sa tête. Le monde de Kael explose en une douleur blanche, puis devient noir. Son corps s'effondre dans la boue. Le silence retombe sur le lagon. Les cris se sont tus. Les attaquants se rassemblent, comptant leurs propres blessés. Ils ont gagné. Le clan du lagon a été anéanti en moins de 10 minutes. Les archéologues modernes confirment l'histoire de Kael. Ils ont trouvé son squelette, ou du moins, le squelette d'un homme qui a subi son sort. Des blessures par flèche aux côtes, des blessures de lance à la poitrine, et des fractures massives et dévastatrices au crâne. Des coups si violents qu'ils n'étaient là pas destinés à neutraliser, mais à exécuter. Les attaquants ne restent pas longtemps. Ils ne s'intéressent pas au camp. Ils prennent ce qu'ils étaient venus chercher, les peaux de poisson séchées, les réserves de nourriture. Ils emmènent peut-être quelques survivants comme prisonniers, comme Nia. Ou peut-être
Dans un dernier acte de cruauté, il les tue, aussi, la femme enceinte, les mains liées. Les archéologues l'ont retrouvée face contre terre dans le lagon, morte non pas d'un coup, mais probablement de noyade, laissée pour morte après avoir été attachée. Le lagon redevient silencieux. Le soleil monte plus haut, brillant sur une scène de carnage. Les corps de Kaël, de ses amis, de sa famille, gisent là où ils sont tombés. Personne ne viendra les enterrer. Personne ne racontera leur histoire. Il n'y a plus personne pour le faire. L'eau boueuse du lagon commence lentement à monter, recouvrant doucement les morts, les scellant dans une tombe de sédiments qui préservera leur dernier, terrible moment pour les 10 000 prochaines années. L'attaque a été rapide, brutale et totale. Le clan du lagon, un peuple paisible de pêcheurs et de cueilleurs, a été anéanti à l'aube. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour les scientifiques qui ont déterré leurs os 10 000 ans plus tard, le vrai travail d'enquête commençait. Ils sont devenus des médecins légistes pour un crime de l'âge de pierre. Et les os, ces témoins silencieux, avaient une histoire horrible à raconter. Chaque fracture, chaque coupure, chaque éclat de pierre était un mot dans la phrase finale et tragique de la vie du clan. L'équipe d'archéologues, agissant comme des détectives, a commencé à analyser la traumatologie, l'étude des blessures. Ils ont découvert 2 types de violences. Le premier était le traumatisme contondant, des blessures causées par une force écrasante. Ils ont trouvé des crânes d'hommes et de femmes fracturés par des coups répétés, si violents qu'ils n'auraient pu être infligés que par des massues en bois lourdes. Ils ont trouvé des os de bras cassés, non pas lors d'une chute, mais par des coups directs, probablement en essayant de parer une attaque, et ils ont trouvé les petits squelettes d'enfants, dont au moins un avec une fracture évidente du crâne. Les attaquants n'avaient épargné personne. Pour comprendre cette brutalité froide, nous devons retourner un instant au chaos du massacre. Kaël se battait pour sa vie. Nia tentait de fuir. Mais qu'en est-il des autres? Imaginons un ancien du clan, un homme qui détenait les histoires de la tribu. Il n'est pas un combattant. Lorsque l'attaque commence, il est assis près du feu, confus et terrifié. Un guerrier ennemi se précipite sur lui. L'ancien lève les bras pour se protéger. Un geste instinctif. La massue s'abat, brisant son avant-bras d'un seul coup. Il s'effondre. Le guerrier ne s'arrête pas. Il lève à nouveau sa massue et frappe le crâne de l'ancien. C'est une violence impersonnelle, efficace, conçue pour éliminer rapidement toute résistance, pour effacer une communauté entière. Le deuxième type de violence que les scientifiques ont découvert était le traumatisme par projectile. C'était la preuve de l'obsidienne, ces petites lames noires et tranchantes. Elles n'étaient pas seulement dans le crâne de l'homme, que nous avons appelé Kaël. Elles ont été trouvées logées dans la poitrine d'un autre, et près des os d'un troisième. Cela prouve que l'attaque n'était pas seulement un combat au corps à corps. C'était une attaque à distance. Les envahisseurs utilisaient des arcs ou des propulseurs de lances. Ils tuaient à distance avant même que le clan ne puisse réagir. C'était une attaque militaire planifiée. Mais de toutes les victimes de Nataruk, 2 squelettes racontent l'histoire la plus sombre et la plus poignante. Ils révèlent un niveau de cruauté qui dépasse la simple violence du combat. Le premier est le squelette KNMWT 71 261. C'est celui de la femme que nous avons appelée Nia. Les scientifiques ont découvert qu'elle était enceinte de 6 à 9 mois. Elle portait la prochaine génération du clan. Mais c'est la position dans laquelle elle a été trouvée qui a glacé le sang des archéologues. Elle n'était pas dans une position de course ou de combat. Elle a été retrouvée face contre terre, dans la boue du lagon. Son crâne était fracturé, mais plus révélateur encore. Ses mains étaient croisées au niveau de ses poignets, et ses chevilles étaient également proches, l'une de l'autre. La position suggère fortement qu'elle avait été capturée vivante, et que ses mains et ses pieds avaient été liés. Imaginons ces derniers moments. La panique, la fuite. Elle trébuche et tombe. Un guerrier la saisit. Elle le regarde, suppliant, protégeant son ventre de ses mains. Mais l'attaquant ne voit pas une mère. Il ne voit pas une femme. Il voit un ennemi,
Ou peut-être un autre, à peine humain. Il lui attache brutalement les poignets et les chevilles avec une lanière de cuir. Elle est immobilisée, impuissante. Peut-être qu'il la garde comme prisonnière, ou peut-être qu'il la laisse simplement là, un trophée de leur victoire. Alors que l'attaque se termine, elle est laissée dans l'eau peu profonde du lagon. Elle ne peut pas se relever. Elle ne peut pas bouger. Elle est morte, non pas d'un coup de massue, mais de noyade, lentement, dans la boue de sa propre maison, ses mains liées. C'est un acte d'une cruauté calculée. Ce n'est plus une guerre pour les ressources. C'est un acte de terreur. Et puis, il y a l'homme que nous avons appelé Kael. Les scientifiques l'ont identifié comme K-N-M Bavgé, T 60 et 11 255. Son squelette raconte l'histoire d'un combat désespéré. Il a été touché par au moins 2 projectiles, peut-être 3. Une lame d'obsidienne dans la poitrine, une autre dans le crâne. Ces blessures auraient été incroyablement douloureuses, peut-être mortelles à elles seules. Mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Son crâne. Son crâne a été frappé avec une force dévastatrice. Pas une fois, mais plusieurs fois. Des coups multiples d'une massue, si violents qu'ils ont fracassé toute la partie gauche de son visage et de son crâne. C'est une violence extrême, personnelle. Nous pouvons maintenant reconstituer la fin de Kael. Il a vu Nia tomber. Il a vu l'homme s'approcher d'elle. Poussé par une rage primale, il a chargé. Les flèches l'ont frappé. La douleur aurait dû l'arrêter. Mais il a continué d'avancer, son corps alimenté par la pure adrénaline. Il a atteint l'homme qui avait capturé Nia. Il a levé son harpon. Mais il était trop lent, trop blessé. Les autres attaquants étaient sur lui. Le premier coup de massue l'a frappé au visage, le faisant chanceler. Le deuxième l'a mis à genoux. Mais même à genoux, il essayait encore de se battre. Il a fallu plusieurs autres coups pour finalement le tuer. Ce n'était pas seulement une exécution, c'était la destruction d'un défenseur, une élimination brutale du guerrier le plus fort du clan. L'analyse scientifique des os de Nataruk brosse un tableau terrifiant. Ce n'était pas une série de petites disputes, c'était un événement unique, rapide et délibéré. C'était une violence organisée, perpétrée par un groupe extérieur, avec l'intention claire de tuer tout le monde, y compris les femmes enceintes et les enfants. Mais il y avait un dernier indice, le plus étrange de tous. Une fois le massacre terminé, les attaquants sont partis. Ils ont pris la nourriture, les ressources, mais ils ont fait quelque chose d'autre. Ou plutôt, ils n'ont pas fait quelque chose. Ils n'ont pas enterré les morts. Ils n'ont pas offert aux victimes le moindre rituel funéraire. Ils les ont laissés là où ils étaient tombés, comme des animaux, pour pourrir dans la boue du lagon. Les os de Nataruk racontent une histoire de violence brutale, une violence organisée, planifiée et impitoyable. Les scientifiques, agissant comme des médecins légistes, ont pu reconstituer les derniers moments terribles du clan du lagon. Ils ont vu les coups de massue qui ont brisé les crânes, les pointes de flèches en obsidienne logées dans les os, et les mains liées de la femme enceinte. Chaque squelette était une pièce à conviction dans un crime horrible. Mais l'indice le plus effrayant, celui qui transforme ce massacre d'un simple acte de violence en quelque chose de bien plus sombre et de plus moderne, n'est pas ce que les archéologues ont trouvé. C'est ce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont trouvé aucune tombe, aucune sépulture, aucun signe de rituel funéraire. Dans toute l'histoire de l'humanité, et même avant, nous avons pris soin de nos morts. C'est l'un des traits qui nous définit. Les Néandertaliens, il y a 100 000 ans, enterraient leurs morts, parfois avec des fleurs. Les premiers, Homo sapiens, créaient des tombes élaborées, enterrant leurs proches avec des perles, des outils et de l'ocre rouge, des signes de chagrin et de croyance en une vie après la mort. L'enterrement est un acte profondément humain. C'est un acte de respect, une façon de dire « tu comptais, ton histoire fait partie de la nôtre ». Même dans les conflits tribaux violents, il est courant de traiter les morts, même les ennemis, avec une forme de rituel. Mais à Nataruk, il n'y a rien. Les corps de Kael,
Nia et des 25 autres membres de leur clan n'ont pas été enterrés. Ils n'ont pas été brûlés. Ils n'ont pas été pleurés. Ils ont été laissés là où ils sont tombés, abandonnés comme des animaux, pour pourrir dans la boue et être dévorés par les charognards. C'est un indice d'une importance capitale. Cet abandon total des corps envoie un message terrifiant. Il signifie que les attaquants ne considéraient pas leurs victimes comme humaines. Ils ne les voyaient pas comme des rivaux ou des ennemis dans un sens humain. Ils les voyaient comme des autres, des non-personnes, des obstacles qui devaient être éliminés pour prendre leurs ressources. C'est un acte de déshumanisation. Et c'est là, dans cette boue vieille de 10 000 ans, que nous voyons peut-être la véritable naissance de la guerre, telle que nous la connaissons. La guerre n'est pas seulement une question de violence, c'est une question de psychologie. C'est la capacité de voir un autre groupe d'humains comme étant si différent, si autre, que les règles normales de l'empathie et du respect ne s'appliquent plus. L'abandon des corps de Nataruk est peut-être la première preuve archéologique de cette mentalité de « nous contre eux ». Pour comprendre l'horreur de cet abandon, nous devons retourner une dernière fois au lagon, dans les moments qui ont suivi le massacre. L'attaque est terminée. Le silence est revenu. Un silence lourd et absolu, brisé seulement par le gémissement du vent dans les roseaux. Les attaquants, le groupe venu des collines arides, sont repartis. Ils ont pris ce pourquoi ils étaient venus, c'étaient venus. Ils ont vidé les pots en argile, emportant le poisson séché et les noix qui devaient nourrir le clan de Nia pendant des mois. Ils ont pris les lances en os, les outils en obsidienne, les pots, tout ce qui avait de la valeur, et ils sont partis, disparaissant aussi vite qu'ils étaient venus. Le campement est une ruine, les feux sont éteints, les abris sont déchirés, et partout, il y a les morts. Le corps de Kael gît à moitié dans l'eau boueuse, son visage tourné vers le ciel, ses yeux ouverts, ne voyant plus le paradis qu'il avait essayé de défendre. L'histoire de sa vie, ses compétences de chasseur, son amour pour sa famille, tout a été effacé en quelques minutes. Non loin de là, le corps de Nia est face contre terre, dans l'eau, peu profonde, ses mains toujours liées derrière son dos. La vie qu'elle portait en elle, le futur du clan, est morte avec elle. Les autres membres du clan sont éparpillés. L'ancien, tué près du feu. La mère et son bébé, tombés ensemble en essayant de fuir. Les jeunes chasseurs, abattus par des flèches. C'est une scène de désolation totale. Le soleil continue sa course dans le ciel, indifférent. La journée s'échauffe, et avec la chaleur, les premiers charognards arrivent. Des vautours, attirés par l'odeur du sang, commencent à tournoyer haut dans le ciel. Des hyènes, qui se tenaient à distance à cause des cris du combat, s'approchent maintenant avec précaution, leur rire nerveux brisant le silence. Il n'y a personne pour les chasser. Il n'y a personne pour protéger les corps. Il n'y a personne pour accomplir les rites funéraires. Il n'y a personne pour pleurer les morts, pour raconter l'histoire de leur vie ou pour se souvenir de leur nom. L'histoire du clan du Lagon, une histoire de milliers d'années de vie paisible, a été entièrement et totalement effacée de la mémoire humaine. C'est la tragédie ultime. Non seulement leur vie a été prise, mais leur humanité leur a été déniée dans la mort. Mais c'est alors qu'un autre acteur entre en scène. Un acteur lent, impartial et puissant. La géologie. Le lagon de Nataruk, le lieu de leur mort, va devenir leur tombeau. Une pluie commence à tomber. Non pas une averse tropicale, mais une pluie lente et régulière. Le niveau du lagon monte, de quelques centimètres seulement. L'eau boueuse recouvre doucement les corps de Kael et de Nia, les cachant aux yeux des charognards. L'eau s'infiltre, transportant avec elle de fins sédiments, de la boue et du sable. Saison après saison, année après année, le processus continue. Les pluies apportent plus de sédiments. Le lagon recouvre lentement, mais sûrement, la scène du crime. La boue enveloppe les eaux, les protégeant de l'air, du soleil et des animaux.
Ce n'est pas un enterrement humain, plein d'amour et de rituels. C'est un enterrement géologique, froid et accidentel. Et c'est ce seul acte, cet abandon cruel de la part de leur meurtrier, qui a paradoxalement sauvé leur histoire. Si les attaquants avaient été humains au sens où nous l'entendons, s'ils avaient enterré leurs victimes par respect ou par peur, les archéologues n'auraient peut-être jamais compris l'histoire. Ils auraient trouvé un simple cimetière. Mais parce que les corps ont été laissés tels quels, abandonnés dans le chaos de leurs derniers moments, ils ont été scellés exactement comme ils sont morts. Le lagon est devenu une capsule temporelle, préservant l'instant exact du massacre, pour que les scientifiques, 10 000 ans plus tard, puissent le lire. L'abandon qui visait à effacer le clan du lagon de l'histoire est la raison même pour laquelle nous pouvons aujourd'hui raconter leur histoire. Mais cette découverte choquante soulève une autre question. Est-ce vraiment le premier acte de guerre? Ou y a-t-il des indices d'une violence encore plus ancienne, cachée encore plus profondément dans notre passé? Le massacre de Natarook est un crime figé dans le temps. L'abandon cruel des corps par les attaquants a, paradoxalement, tout préservé pour les scientifiques. Les os brisés, les pointes de flèches en obsidienne, la femme enceinte aux mains liées, tout cela brosse le portrait d'un événement unique, rapide et d'une brutalité totale. Un acte de violence de groupe, planifié, organisé, et mené dans le but non seulement de voler des ressources, mais d'exterminer un groupe rival. Les archéologues de Natarook se sont retrouvés face à ce qui ressemble, à tous égards, à la naissance de la guerre. Mais cette découverte choquante, vieille de 10 000 ans, a soulevé une question encore plus troublante. Était-ce vraiment la première fois? Cette explosion de violence organisée était-elle un événement nouveau, né de l'abondance et des premières sociétés sédentaires? Ou bien ce massacre n'était-il que l'exemple le plus clair d'une obscurité que l'humanité portait en elle depuis bien plus longtemps? Pour répondre à cette question, notre enquête doit remonter encore plus loin dans le temps, sur les rives d'un autre grand fleuve africain. Notre histoire se déplace de plusieurs milliers de kilomètres vers le nord, le long de la vallée du Nil, au Soudan. Et nous remontons le temps, 3000 à 4000 ans avant le massacre de Natarook. Nous sommes il y a environ 13 000 ans. Le monde est encore différent. L'âge de glace touche à sa fin, mais le climat est instable, sec et difficile. L'Afrique humide n'a pas encore commencé. La vie est une lutte. C'est ici, sur un site appelé Djebel Sahaba, ou site 117, que des archéologues ont fait une découverte fondamentale dans les années 1960. Contrairement à Natarook, ce n'était pas une scène de crime chaotique. C'était un cimetière, un lieu de sépulture délibéré, où près de 60 hommes, femmes et enfants, avaient été enterrés avec soin par leur peuple. Les corps étaient placés dans des fosses, souvent en position fétale, parfois même avec des objets funéraires simples. C'est un acte de respect, d'humanité, l'acte même qui manquait si cruellement à Natarook. Mais lorsque les scientifiques ont commencé à examiner les os de plus près, ils ont découvert une réalité terrifiante. Sur les 59 individus enterrés, près de la moitié, 40% d'entre eux, étaient morts de mort violente. Ce n'était pas un cimetière paisible, c'était le cimetière d'un peuple en guerre. L'analyse médico-légale de Djebel Sahaba est un catalogue de brutalité. Les scientifiques ont trouvé des pointes de flèches en pierre, encore fichées dans les colonnes vertébrales. Ils ont trouvé des éclats de lance profondément enfoncés dans les os du bassin. Un homme avait plus de 20 éclats de pierre dans son corps. De nombreuses victimes avaient des fractures de parade, des fractures guéries sur leurs avant-bras, le signe classique d'une personne qui a levé le bras pour parer un coup de massue et qui a survécu pour se battre un autre jour. Cette découverte change tout. Elle nous dit que la violence de groupe organisé n'est pas née avec l'abondance de Natarook. Elle est bien plus ancienne. Elle existait déjà profondément dans l'âge de glace. Mais le type de violence semble différent. Pour comprendre cette différence, nous devons essayer d'imaginer la vie, non pas dans le paradis de Kael et Nia, mais dans le monde assiégé de Djebel Sahaba. Imaginons Zara. Elle est une femme de ce clan du Nil, il y a 13 000 ans. Son monde n'est pas un paradis. C'est un refuge précaire.
Le climat est sec, et le gibier est rare dans le désert environnant. La seule source de vie fiable est le fleuve Nil lui-même. La vie de son peuple est entièrement concentrée sur cette étroite bande de verdure. Mais ils ne sont pas les seuls. D'autres clans vivent en amont et en aval, et tout le monde se bat pour les mêmes ressources limitées. La vie de Zara est définie par une peur constante. Son campement n'est pas ouvert et paisible comme celui de Kael. Il est construit dans un lieu défensif, peut-être sur une petite colline, surplombant la rivière. Il y a toujours des gardes postés, scrutant l'horizon. Son propre compagnon, un chasseur, boite à cause d'une vieille blessure à la cuisse. Là où une pointe de lance l'a frappé il y a des années, les enfants n'ont pas le droit de jouer loin du camp. La violence n'est pas un événement unique et apocalyptique. C'est une condition de vie. C'est une série de petites attaques, de raids, de vendettas qui n'en finissent jamais. C'est une violence endémique. Nous voyons Zara un soir, au crépuscule. Le camp est calme. Soudain, un cri d'alarme retentit. Des silhouettes émergent des roseaux de la rivière. Ce n'est pas une armée. C'est un petit groupe de 5 ou 6 guerriers d'un clan voisin. Ils ne sont pas venus pour exterminer. Ils sont venus pour voler. C'est un raid rapide, une razzia. Le camp de Zara explose en un chaos défensif. Zara attrape son jeune enfant et court vers l'abri central. Les chasseurs de son clan, dont son compagnon, forment rapidement une ligne, leurs lances prêtes. Il y a une courte et brutale mêlée. Des cris, le choc des lances. Une flèche vole dans la pénombre et frappe l'un des jeunes chasseurs de Zara à la poitrine. Il s'effondre. Les attaquants, voyant qu'ils ont perdu l'effet de surprise et ne voulant pas risquer une bataille rangée, attrapent des paniers de poissons séchés et s'enfuient dans la nuit aussi vite qu'ils sont venus. L'attaque a duré moins d'1 minute. Le camp est à nouveau silencieux, mais le sol est taché de sang. Un de leurs membres est mort. Le lendemain matin, nous voyons la différence cruciale. Zara et le reste du clan ne laissent pas le corps de leur ami pourrir au soleil. Ils sont en deuil. Ils lavent le corps du jeune chasseur dans la rivière. Ils l'enveloppent dans une peau d'animal. Ils creusent une tombe dans la terre meuble, près de leur camp. Ils le déposent doucement dans la fosse, en position fétale, comme s'il dormait. Zara place son outil de pêche préféré à côté de lui, pour son voyage dans le monde des esprits. Il recouvre la tombe de pierre. Il pleure, mais il y a du respect, il y a de l'humanité. C'est là que le contraste avec Natarook devient si clair. Les scientifiques qui examinent les deux sites voient nous à 2 modèles de violence très différents. Jebel Sahaba, vieux de 13 000 ans, nous montre un monde de guerre tribale, endémique. C'est une série de raids et de représailles, probablement pour la nourriture ou l'honneur, mais où les victimes sont toujours reconnues comme humaines et reçoivent des funérailles appropriées. C'est une violence à l'intérieur d'un système social. Natarook, 3000 ans plus tard, nous montre quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus froid. Ce n'est pas une série de raids, c'est un événement unique, une extermination totale. Et les victimes ne reçoivent aucune sépulture. Elles sont déshumanisées, traitées comme des animaux. C'est une violence extérieure au système social. La découverte de Jebel Sahaba prouve que la violence de groupe est ancienne, qu'elle remonte loin dans notre passé de chasseurs-cueilleurs, probablement née de la rareté et de la compétition pendant les périodes climatiques difficiles. Mais Natarook représente peut-être une évolution terrifiante. C'est le passage de la vendetta tribale, du raid pour les ressources, à quelque chose de nouveau, quelque chose que nous reconnaîtrions aujourd'hui. L'acte d'effacer complètement un autre groupe pour s'emparer de son territoire et de sa richesse. Est-ce là, dans ce paradis devenu un enfer, que nous voyons la naissance non pas de la simple violence, mais de la guerre elle-même? La naissance de l'idée que d'autres humains ne sont pas humains du tout, mais simplement des obstacles. Les 2 scènes de crime, séparées par 3000 ans, nous racontent 2 histoires différentes de violence. Jebel Sahaba, le cimetière vieux de 13 000 ans, nous montre un monde de raids constants, de vendetta, une violence endémique où les victimes étaient toujours considérées comme humaines et enterrées avec respect. Mais Natarook, la scène du massacre vieille de 10 000 ans,
nous montre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de plus froid et de plus total, l'extermination d'un groupe entier, femmes et enfants compris, l'utilisation d'armes exotiques venues de loin, et le refus total d'enterrer les morts, les laissant comme des animaux. Cela force les scientifiques à se poser la question la plus fondamentale. Est-ce là que nous voyons la véritable naissance de la guerre? Quelle est la différence entre la violence et la guerre? La violence existe partout dans le règne animal, mais la guerre est autre chose. La guerre n'est pas un simple combat. C'est une activité organisée, planifiée, menée par un groupe social contre un autre, dans un but précis. Ce but n'est pas seulement la nourriture immédiate, mais le contrôle du territoire, la saisie de ressources accumulées ou l'élimination d'un groupe rival. La guerre nécessite un niveau de coopération, de planification et d'identité de groupe, nous contre eux, que seule une espèce intelligente et sociale comme la nôtre peut atteindre. Natarook semble cocher toutes les cases. Ce n'était pas un raid chaotique, c'était une opération militaire. Les attaquants sont venus de loin avec des armes spécifiques. Ils ont attaqué à l'aube pour un effet de surprise maximal. Ils ont tué tout le monde, sans distinction d'âge ou de sexe, ce qui suggère un objectif d'extermination et de prise de territoire. Et ils ont déshumanisé leurs victimes en ne leur offrant aucune sépulture. Mais pour comprendre cet acte terrible, nous ne pouvons pas seulement regarder les victimes. Nous devons essayer de comprendre les assaillants. Qui étaient-ils? Des monstres sadiques nés dans un monde de violence? Ou quelque chose de bien plus effrayant? Des gens comme nous, poussés à l'impensable par des circonstances désespérées. Pour comprendre l'origine de la guerre, nous devons, pour un instant, marcher avec les tueurs. Pour cela, nous devons quitter le paradis luxuriant du lagon de Natarook. Nous voyageons à 50 km à l'est, dans les collines arides qui surplombent la vallée du Turkana. C'est un monde différent. C'est un monde de roches volcaniques noires, de buissons épineux et de poussière. Le climat, qui a rendu le lagon si vert, a laissé ses hautes terres dans une ombre pluviométrique, les rendant sèches et impitoyables. C'est ici que vit un autre clan. Nous ne leur donnerons pas de nom. Ils sont les autres. Eux aussi sont des chasseurs-cueilleurs, mais leur vie n'est pas celle de Kael et Nia. C'est une lutte constante. L'eau est rare, cachée dans de petites sources qui s'assèchent. Le gibier est maigre et rapide. Nous voyons leur chef. C'est un homme dur, au visage marqué par le soleil et la faim. Il regarde son propre peuple. Ses enfants sont maigres, leur ventre est gonflé par la malnutrition. Une vieille femme est morte la nuit précédente. Non pas de violence, mais de faim. Leurs réserves de nourriture sont vides. La sécheresse qui s'est installée a fait fuir les quelques animaux qu'ils chassaient. Ils sont au bord de l'extinction. Ce chef n'est pas un monstre. C'est un leader désespéré. Il a une responsabilité, la survie de son peuple. Il y a quelques jours, lors d'une expédition de chasse désespérée, ces éclaireurs sont revenus avec une histoire incroyable. Une histoire de paradis. À une journée de marche, il y a un lagon où l'eau est abondante et où le poisson est si nombreux qu'on peut l'attraper à la main. Il y a un peuple là-bas, un clan du lagon, qui vit dans l'abondance. Ils ont tellement de nourriture qu'ils la font sécher au soleil et la stockent dans des pots. Pour le chef et son clan affamé, cette nouvelle est à la fois un miracle et une torture. La nourriture est là, mais elle appartient à quelqu'un d'autre. Dans l'ancien monde, la solution aurait été simple. Ils se seraient déplacés vers le lagon. Mais le lagon est déjà occupé. Il est revendiqué. Le chef est confronté à un choix terrible. Un choix qu'aucun humain n'avait peut-être eu à faire de cette manière auparavant. Regarder son propre peuple mourir de faim, ou prendre les ressources de l'autre peuple. Il prend sa décision. Ce n'est pas une décision prise à la légère. C'est un calcul froid et brutal. La survie de son clan passe avant celle de l'autre. Nous, avant eux. La mentalité de la guerre est née. Mais il ne peut pas simplement y aller. Le clan du lagon, bien que paisible, se défendra. L'attaque doit être planifiée. Il rassemble ses meilleurs guerriers, une dizaine d'hommes, durs et désespérés comme lui. Il commence à expliquer son plan, non pas avec des mots complexes, mais avec des gestes,
en dessinant dans la poussière. C'est là que l'ironie tragique de l'humanité apparaît. Il utilise la compétence même qui fait de nous des êtres sociaux, la coopération, pour planifier un acte antisocial. Il leur montre comment le lagon est situé. Il leur montre que le camp est ouvert, non défendu. Il leur explique que l'attaque doit avoir lieu à l'aube, quand les gardes sont fatigués et la visibilité est faible. Il leur dit de ne faire aucun bruit. Puis, ils préparent à leurs armes. Ce ne sont pas leurs lances de chasse habituelles. Ils préparent des massues lourdes, conçues pour briser les os. Ils préparent leurs arcs et leurs flèches, en taillant de nouvelles pointes acérées dans cette pierre noire et vitreuse, qu'ils échangent avec des tribus montagnardes, l'obsidienne. Chaque arme est préparée avec un but précis. Ce n'est pas une chasse, c'est une exécution. La nuit du massacre, ils se déplacent. Ils avancent comme des fantômes dans l'obscurité, leur cœur rempli d'un mélange de peur, de faim et d'une détermination froide. Pour eux, le clan du lagon n'est déjà plus tout à fait humain. C'est un obstacle. C'est une source de nourriture gardée par des êtres inférieurs. La déshumanisation, l'outil psychologique essentiel de la guerre, est déjà à l'œuvre. Ils arrivent au lagon avant l'aube. Ils voient le campement endormi, les feux qui couvent. Ils voient les silhouettes des gardes fatigués. Le chef donne le signal. Nous revoyons l'attaque, mais cette fois, du point de vue des attaquants. C'est une opération militaire. Ce n'est pas un chaos sanguinaire. C'est une efficacité brutale. Chaque guerrier a une tâche. Certains s'occupent des gardes. D'autres courent directement vers les abris pour tuer les hommes, avant qu'ils ne puissent saisir leurs armes. Un groupe spécifique est chargé de capturer les femmes et les enfants, de les rassembler, de neutraliser toute menace future. Le chef lui-même se bat avec une fureur froide. Il voit Kael charger, un acte de bravoure insensé. Il voit Kael comme une menace directe, le défenseur le plus puissant, et il ordonne à ses hommes de l'abattre. Il ne ressent aucune pitié lorsque Kael tombe, seulement le soulagement d'un obstacle éliminé. Il voit Nia, la femme enceinte, et il donne l'ordre de la lier. Elle est un témoin, elle est un fardeau, elle est l'autre. Elle n'a pas d'importance. Le massacre se termine. Le chef regarde la scène. Il ne ressent ni joie ni tristesse. Il ressent le soulagement de la faim apaisée. Il donne l'ordre de piller le camp. Ses hommes se précipitent d'ôta vers les pots de stockage, ouvrant la poterie et se gorgeant de poissons séchés. Ils rient, le son étrange et aigu de l'hystérie après le combat. Leur mission est accomplie. Ils ont la nourriture. Ils ont l'eau. Le territoire est à eux. Ils repartent, laissant les morts là où ils sont tombés. Pourquoi s'embêter à les enterrer? Ce ne sont pas leur peuple. Ce ne sont que des choses. Les scientifiques qui étudient Natarook voient dans cette histoire, écrite dans les os. Ils voient dans la preuve de la naissance d'un nouveau comportement humain terrifiant. La coopération, la compétence qui nous a permis de chasser le mammouth, a maintenant été retournée contre nous-mêmes. L'invention de la richesse, la nourriture stockée, a donné naissance à l'invention de la guerre organisée pour la voler. Natarook est peut-être le premier et le plus clair exemple de cet héritage sombre. L'ombre qui marche à côté de notre propre civilisation. Le lagon est redevenu silencieux. Les attaquants sont partis, emportant avec eux la nourriture stockée, la richesse durement gagnée du clan du lagon. Derrière eux, ils n'ont pas laissé de témoins. Ils n'ont laissé qu'une scène d'horreur absolue, une preuve macabre de leur efficacité brutale. Les corps de Kael, de Nia, de leur enfant à naître, et de tout leur peuple gisent, abandonnés dans la boue. Leurs histoires, leurs chansons, leurs noms, tout a été effacé en quelques minutes, terrible. Pour les scientifiques qui ont déterré ce crime 10 000 ans plus tard, le choc ne venait pas seulement de la violence. Il venait de ce que cette violence signifiait. Ce qu'ils ont trouvé à Natarook n'était pas seulement une tragédie. C'était une révélation. C'est la preuve la plus ancienne et la plus claire que nous ayons de la guerre humaine organisée. Rappelez-vous Djebel Sahaba, le cimetière plus ancien de 3000 ans au Soudan là-bas? Nous avons vu un monde de violence constante, de raids et de vendetta.
Mais nous avons aussi vu des sépultures. Les victimes, bien que tuées violemment, étaient toujours traitées avec le respect dû à des êtres humains. C'était une violence à l'intérieur d'une société. Nataruk est différent. C'est quelque chose de nouveau, de plus froid. L'extermination totale d'un groupe rival, y compris les femmes et les enfants. L'utilisation d'armes exotiques venues de loin. Et surtout, l'indice le plus sombre, l'absence totale de sépulture. L'acte de laisser les corps pourrir comme des animaux. C'est la naissance de la déshumanisation. C'est la psychologie de nous contre eux gravée dans la pierre. Ce n'est plus un simple conflit. C'est une guerre. Mais pourquoi ? Pourquoi ce saut terrible vers une violence si calculatrice ? L'ironie la plus tragique de toutes est que la cause de cette première guerre est la naissance de la première richesse. Le clan du Lagon a été tué non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était prospère. Le paradis que Kael et Nia avaient y construit, leur abondance de poissons, leur maîtrise du lagon et surtout leur nourriture stockée dans des pots en argile, était ce qui a fait d'eux une cible. La sédentarité, l'acte de s'installer et de créer un foyer permanent, les a rendus prévisibles. Leur réserve de nourriture, l'invention qui leur a donné la sécurité, ont créé la tentation du pillage. Pour la première fois de l'histoire, un groupe d'humains avait accumulé un surplus de capital, et un autre groupe, affamé et désespéré à cause d'un climat changeant, a décidé qu'il était plus facile de voler ce capital que de le créer. C'est là que réside l'héritage sombre et complexe de Nataruk. La coopération est le super pouvoir de l'humanité. C'est la compétence qui nous a permis de chasser le mammouth, de peindre les chefs-d'œuvre de Lascaux et de prendre soin les uns des autres pour survivre à l'impossible. Mais Nataruk nous montre que la coopération est une arme à double tranchant. Pensez à ce qu'il a fallu aux attaquants pour réussir. Ce n'était pas une explosion de rage chaotique, c'était une opération militaire. Il a fallu une planification minutieuse pour repérer le camp de Kael. Il a fallu une communication complexe pour coordonner une dizaine d'hommes. Il a fallu une technologie partagée pour fabriquer des armes identiques, comme les flèches à pointe d'obsidienne. Il a fallu la confiance et la discipline d'un groupe pour attaquer à l'aube, au moment parfait. L'agression organisée est la sœur jumelle de la société organisée. L'intelligence même qui a permis à Kael et Nia de créer un village paisible et l'intelligence qui a permis à leur meurtrier de le détruire si efficacement. La guerre n'est pas le contraire de la coopération. La guerre est la forme la plus sombre de la coopération. Ce qui s'est passé il y a 10 000 ans sur les rives de ce lagon n'est pas de l'histoire ancienne. C'est notre histoire d'origine. C'est le moment où les deux faces de notre nature, notre capacité à créer et notre capacité à détruire, se sont rencontrées dans une confrontation tragique. Dès que nos ancêtres ont cessé d'être de simples nomades et ont commencé à revendiquer un territoire, à construire des maisons, à stocker de la nourriture, ils ont créé le concept de richesse. Et avec la richesse est né le besoin de la protéger. Le premier village a créé le premier mur. Le premier champ a créé la première armée pour le défendre. Le mécanisme psychologique de nous contre eux, la capacité de voir un autre groupe non pas comme des parents éloignés, mais comme un autre à éliminer, n'a pas été inventé par les rois, les nations ou les empires. Il est né ici, dans la boue du Paléolithique supérieur, lorsque la survie d'un groupe a signifié la mort d'un autre. Nous portons cet héritage en nous, aujourd'hui. L'extraordinaire capacité de l'humanité à l'empathie, à l'altruisme et à la coopération à grande échelle. Et, à côté, notre capacité tout aussi extraordinaire à la violence de groupes organisés, à la cruauté calculée et à la déshumanisation de ceux que nous définissons comme autres. L'histoire de Kael et Nia s'est terminée dans la tragédie. Ils n'ont pas eu de funérailles, leurs noms ont été perdus, leurs histoires effacées. Personne n'est revenu pour pleurer sur leur tombe. Mais dans un dernier acte d'ironie cosmique, le lagon qui a été leur tombeau est devenu leurs archives. L'acte même de leur meurtrier, l'abandon de leur corps, est la raison pour laquelle nous connaissons leur histoire. La boue a doucement recouvert leurs os, les protégeant du temps, préservant la scène du crime intact pendant 100 siècles. Aujourd'hui, ces os nous parlent.
Ils nous racontent l'histoire d'un paradis perdu. Ils nous racontent l'histoire de la Première Guerre. Et ils nous servent d'avertissement. Ils nous rappellent que nous sommes une espèce capable à la fois d'une tendresse incroyable et d'une violence calculée. Nous sommes les enfants du clan du lagon, les bâtisseurs, les pêcheurs, les innovateurs. Mais nous sommes aussi les enfants des attaquants, les planificateurs stratégiques, les guerriers coopératifs. L'histoire de l'humanité, depuis 10 000 ans, est la lutte constante entre ces deux parties de nous-mêmes. La scène de crime de Natarook n'est pas seulement un regard sur notre passé le plus sombre, c'est un miroir tendu vers notre présent. Et le choix de quel loup nous décidons de nourrir, le loup de la coopération pour la création ou le loup de la coopération pour la destruction, est un choix que nous devons faire, encore et encore, chaque jour.